Voix du rugby, la seule émission de lundi qui ne parle que de rugby. Au sommaire ce soir, le 15 de France prêt pour l'exploit à Dublin. On ira à Marcoussis, invité exceptionnel Mickaël Guillard, le deuxième ligne du 15 de France, qui sera avec nous en duplex. L'Irlande aux portes d'un grand chelem attend les Bleus. Trevor Brennan, le plus toulousain des Irlandais, sera avec nous à 20h30. Et puis week-end top 14 aussi, l'exploit de Pau qui a frappé fort. On reviendra sur la perf des Béarnais avec le manager palois, Sébastien Piqueronis. Ça sera à partir de 20h40. Et puis vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. C'est parti pour une heure complètement ovale. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Salut Johan. Bonsoir. C'est vacances. Bien. Une petite semaine de repos. Voilà. Salut Philippe. Enfin, j'étais là samedi. Hein. Ah, oui, attention. Philippe était là aussi. Je savais pas qu'il fallait mettre des moulants. Johan était en dédicace samedi, dimanche il courait pour l'UNICEF. Je savais pas qu'il fallait mettre des hauts moulants ce soir pour l'émission. Ah oui, pourquoi c'est qu'il y a un haut moulon? Ah oui. je sors du sport, j'ai enfilé un truc vite fait. Ça se voit, ça se voit. On fait souvent ça quand on sort du sport pour mettre en valeur le travail accompli. Ouais. Il est ouf ce mec. Et c'est un connaisseur. Johan. Voilà. D'ailleurs, ça nous fait d'ailleurs dire qu'on peut nous retrouver bien sûr sur sudradio.fr ou sur l'appli pour nous voir en vidéo, justement. Il faut venir pour voir Philippe Songuero après les efforts. Bonsoir Maxime Sénat qui est avec nous, qui remplace ce soir Quentin, qui nous fait une petite infidélité, mais bon, on lui pardonnera. Il en tout cas, où les dernières infos, il était appelé sur des émissions très, on va dire, de journée. Voilà. Donc, il pouvait pas non plus faire une journée trop longue. Quentin, que l'on salue. Allez, on est en direct de Marcoussis, donc la prépa du 15 de France avec les blessés et les forfaits pour le groupe des 42. Le tournoi est fini pour Émilien Gaëton, blessé au genou, 6 semaines d'indisponibilité, lésion, donc rupture partielle du ligament croisé postérieur, c'est pas rien. Et lui qui a fait un gros match avec Pau face au Racing, remplacé par Marius Domon, le Toulonnais. Forfait également pour Mathieu Jalibert, remplacé par Hugo Reus, pour Sipili Falatea, remplacé par Régis Montagne. Et puis aujourd'hui, on a pris le forfait d'Esteban Abadi, le Toulonnais, remplacé par Dylan Crotin. Voilà les va-et-vient dans le groupe des 42 qui prépare l'Irlande. 2 poids 2 mesures. La FFR demande des explications après la suspension qui frappe le centre irlandais Gary Ringrose. Il ne jouera pas contre les Français, mais seulement 2 semaines pour un carton rouge contre 3 semaines à Ntamak pour une faute similaire. C'est vrai qu'on cherche l'erreur. Et puis côté irlandais, confiance pour le retour du leader du pack, Caelan Doris, touché à un genou et absent contre le Pays de Galles. Il devrait faire son retour face aux Bleus. Ça semble bien parti également pour Jack Conan, autre troisième ligne centre important qui a été touché à Cardiff. Incertitude pour Tag Furlong et pour Ronan Keller. Et puis côté top 14, le Bayonne qui se plaît dans le top 6, qui conforte sa 4e place après sa victoire contre Clermont hier soir. 31-18 en clôture, on l'a vécu sur Sud Radio bien sûr, 4e défaite de suite pour Clermont, désormais à 8 points des Basques. Et puis dernier petite info du jour, Fabien Cibré qui voulait démissionner, c'est de la Pro D2, l'entraîneur de Iona. Eh bien le président a refusé, le coach de Iona avait présenté sa démission après la défaite face à Biarritz. Le président du club, Dougal Benjabala, a refusé cette décision, a plutôt mis la pression sur les joueurs dans une lettre ouverte. Voilà les infos du jour. J'espère que ça ne verra pas comme... Monsieur Labitte, l'entraîneur du Stade français, Laurent Labitte, l'entraîneur du Stade français, qui a refusé sa démission et 2 semaines après, limogé. Souvent, quand on est conforté par le président, il peut y avoir un loup. Quelle info tu retiens, toi, Johan, de la journée, et sur quoi tu veux revenir avant, bien sûr, qu'on ait tous les invités qu'on va avoir à partir de 20h15? Beaucoup d'infos, mais la principale, c'est bien entendu la suspension de Gary Ringrose. On a envie de savoir les 2 poids de mesure entre la France et l'Irlande, même si ça fait des années qu'on a l'habitude de ce petit différentiel, mais il nous faut des explications aujourd'hui, et c'est bien que l'équipe de France monte un peu au créneau. Oui, c'est vrai, la fédération qui se mobilise. Philippe, quelle info ou peut-être tu veux surenchérir sur cette dissonance entre la sanction pour la suspension pour Ringrose et celle pour Ntamak? Alors oui, celle-là, d'abord, en dire un mot, parce que c'est vrai que c'est bien que la Fédération française de rugby fasse cette démarche. Elle n'a pas peu de chances d'aboutir sur ce cas-là, mais en tous les cas, il faut qu'on accentue notre pression au niveau international. On est trop souvent lésé par les grandes instances mondiales du rugby qui mettent un peu la France de côté. On a déserté trop longtemps ces institutions, donc là, je sais que Abdel Benazi va repréempter le terrain pour jouer son rôle et représenter au mieux le rugby
rugby français pour qu'on soit beaucoup moins pénalisé à l'avenir. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, sur les blessures du week-end en top 14, c'est le lot durant le tournoi. J'ai l'impression qu'elles sont pas très pénalisantes dans la réflexion du staff pour composer le staff des 23. Mais en tous les cas, notamment pour Gaëton, c'est un coup dur parce que ça faisait partie des hommes en forme du week-end, notamment sur la victoire de Pau au Racing. Ouais, quelle victoire d'ailleurs de Pau, on en parlera à 20h45 avec Sébastien Piqueronis, l'entraîneur palois qui sera avec nous, puisque c'est vrai que ça a été l'une des sensations, notamment la dernière demi-heure des Palois qui a été absolument impressionnante. Tiens, Johan, quel numéro 10 doit-on aligner? Même Ntamak, même avec 5 semaines sans compétition? Ça, il n'y a pas de doute pour toi? Il est catégorique. Catégorique, juste en fonction du groupe qui va se présenter et qui se présente déjà aujourd'hui à Marcoussis. On remet les titulaires. Ntamak, Ramos glisse à son poste et Thomas Ramos a dit qu'il voulait jouer à l'arrière, donc il est là pour dépanner. Il est derrière Romain Ntamak. Ntamak revient. Le rythme quand même, toi tu l'as connu, ce niveau international, mais c'est pas tout à fait pareil. On n'a pas de soucis sur le rythme avec Romain parce que c'est un garçon qui est relativement sérieux. Il a pu s'entraîner et enchaîner les entraînements avec le 15 de France et le Stade Toulousain, donc il n'y a pas de sujet sur son rythme. On est en plein milieu d'une saison, il va pouvoir tenir le rythme. Si on suit la logique de Johan, Philippe, ça veut dire que donc Emmanuel Meafou doit être titularisé alors? Ah non, j'ai pas dit ça. Tu viens de me poser une question sur le numéro 10. Oui, mais j'essaie d'être un petit peu... On ne sait pas comment se trouve l'état de forme de Manu Meafou. Il a eu une embolie pulmonaire, donc on ne sait pas du tout comment il peut revenir et s'il a surtout 50 minutes. Une infection pulmonaire. Il est revenu dans le groupe. On ne sait pas en effet dans quel état, mais c'est vrai que ce qui est différent quand même entre les deux cas, c'est que Michael Guillard a assumé son statut poste pour poste, puisqu'il était plutôt dans un profil proche de celui de Meafou et il a rendu une très belle copie en Italie, donc il a donné toutes les garanties et comme le disait Johan, Thomas Ramos l'a réaffirmé, il veut jouer à l'arrière, il était là en dépannage, donc on n'était pas dans un remplacement poste pour poste. La question aurait pu se poser un peu davantage pour moi et différemment avec Mathieu Jalibert pour Romain Ntamak, mais là en effet pour moi le sujet est vraiment différent et puis en effet je sais pas, Johan doit le savoir mieux que moi et puis peut-être que Michael Guillard nous le dira tout à l'heure, mais je ne sais pas jusqu'à quand l'équipe de France va s'entraîner à haute intensité cette semaine et s'il y a encore des incertitudes justement sur la composition par rapport à ces entraînements à venir et au niveau de forme des uns et des autres. Mais surtout, la question c'est savoir si la punition de Damien Penaud va être levée ou pas. Oui, tu as une réponse peut-être? Moi je le mettrais. Oui. Je le mettrais, c'est un gros match, on a besoin d'avoir des garçons qui ont de l'expérience. Et aujourd'hui, même si Théo Tissombe a fait un très bon match en Italie et un très bon match ce week-end, j'opterais pour de la confiance, comme il a dit, de l'expérience collective. L'expérience collective sera-t-elle suffisante? Eh bien, on va bien sûr en parler. Est-ce qu'il faut un banc en 7-1? Tiens, voilà, ça c'est une question que tout le monde se pose parce qu'on a. Je laisse à Philippe le choix de réponse, mais moi je repartirai sur un 6-2. Voilà, on est d'accord. Ah, vous êtes d'accord pour une fois, ce qui est pas mal quand même. Souvent, c'est un peu chien et chat, Johan et Philippe. Mais très, très simplement, je dis pas que l'équipe de France n'est pas forte devant, mais en fait, il n'y a qu'une équipe dans le monde qui a été capable de réussir ce pari-là, c'est les Sud-Africains, parce que devant, ils ont détruit tout le monde. Et donc, quand vraiment devant, tu es capable d'être très supérieur, tu peux te permettre à la limite. Et encore, ils ont fait des paris risqués sur certains matchs, sur le choix du 7-1. Non, mais le 7-1 a très bien marché en Italie, Philippe. Hein. On ne remet pas en question le 7-1 de l'équipe de France, mais on remet la question du 7-1 par rapport à l'engagement derrière, surtout, à l'opposition des Irlandais derrière. Donc c'est surtout par rapport à ça. Non, mais quelque part, tu fais ta composition par rapport à l'opposition. Et c'est vrai que donc Fabien avait justifié, c'était assez clair, son discours sur le choix du 7-1 face à l'Italie. Le problème, c'est que là où on attendait les Italiens et ce qui faisait qu'on s'était organisé en 7-1, les Italiens n'ont pas répondu présent. C'était surtout sur les zones d'affrontement, les zones de ruck. On a gagné 109 rucks sur 110. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de sujet par rapport à ça. Et dans l'intensité, quelque part,
l'équipe de France n'a pas été en danger sur une opposition comme contre l'Irlande. Tu sais ce que c'est, un fait de jeu, une blessure, parce que ça va taper très fort. Si tu dois te réorganiser à la 20e, faire rentrer ton remplaçant derrière pour très vite faire jouer Djegou ou Boudouin au centre, sur une mi-temps contre l'Irlande, c'est compliqué. Non, mais là, tu peux faire rentrer, tu peux faire le 7-1 et non, mais tu peux faire, et tu fais glisser Antoine en 10 et Romain en 12. C'est totalement réalisable. Hein. Bon, oui, mais il faut qu'une blessure, il faut pas de. Enfin, je trouve ça vraiment risqué, très risqué. Ouais. 6-2 en tout cas. Voilà l'option préconisée par la team Sud Radio. On peut avoir peut-être une réponse. On peut la tenter. En tout cas, Mickaël Guillère est avec nous dans un instant, juste après la première pause de cette émission La Vraie Voix du Rugby, le deuxième ligne du 15 de France, l'homme qui monte en bleu. Restez avec nous sur Sud Radio. Les Vraies Voix du Rugby, la seule émission du lundi qui ne parle que de rugby, bien sûr, et c'est sur Sud Radio, la radio du rugby. Irlande-France, le match de l'année, la finale du tournoi 2025. Pour en parler, notre invité exceptionnel qu'on est ravi d'accueillir à J-5, Mickaël Guillard. 8 sélections avec les Bleus, je le disais, l'homme qui monte en bleu. Bonsoir Mickaël. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct, en visio. On peut te voir d'ailleurs sur sudradio.fr ou sur l'appli Sud Radio. Depuis Marcoussis, où la préparation a commencé. Voilà, il y a Yohan Huget, il y a Philippe Spanghero. Comment on se sent à J-5 avant Irlande-France? C'est pas rien. On se sent bien. On a hâte de pouvoir préparer ce match et être confiant pour mettre les choses en place pour pouvoir aller réaliser un grand coup là-bas en gagnant là-bas. Et donc, on se prépare bien. On a tous très hâte de pouvoir aller jouer en Irlande. Bon, tu as vu que déjà on était un peu dans le débat 7-1, 6-2. Je laisse Yohan peut-être enchaîner sur une question. Non, salut Mickaël. Comment sont ces semaines de préparation à Marcoussis? Et c'est encore un peu monotone ou ça a quand même un peu évolué sur cette pénombre Marcoussis et ce microclimat là-bas? Marc-Catraz. C'est vrai que ça nous change un peu. Moi qui habite à Lyon, ça change un peu quand on remonte à Marcoussis. Il fait pas tout le temps beau, c'est pas le sud, quoi. Mais sinon, non. Après, on sait qu'on arrive généralement dimanche soir, donc après les matchs de top 14 ou quand t'es protégé. Après, le lundi, c'est souvent journée de régénération, beaucoup de vidéos où on apprend, on regarde l'adversaire, on apprend tous les schémas tactiques pour le week-end. Et après, mardi, grosse journée d'entraînement, mercredi également. Et après, généralement, c'est le voyage ensuite. Et après, team run et le match. Donc demain, tu nous dis qu'on sait si c'est un 6-2 ou 7-1, c'est ça? Moi, j'ai rien, c'est des coachs qui servent. Moi, je sais rien du tout. Moi, je joue, et je m'entraîne et c'est tout. Ah, tu joues? Donc c'est bon, c'est un bon. Non. Je joue au rugby. Philippe Spanghero avec Mickaël Guillard, notre invité exceptionnel dans les Vraies Voix du Rugby sur Sud Radio. Ouais, bonsoir Mickaël. Moi j'ai une question par rapport à cette feuille de route sur la fin du tournoi, parce que c'est vrai que tous les observateurs et en début de tournoi, on avait bien sûr focalisé cette date et ce match contre l'Irlande. On pressentait que c'était la finale du tournoi a priori, mais malgré tout, il reste un match contre l'Écosse. Alors le risque à trop se focaliser sur un adversaire, c'est d'avoir du mal à se remobiliser après. Donc même si j'imagine que là vous êtes focus contre l'Irlande, est-ce que le discours du staff est vraiment essentiellement axé là-dessus, ou vous vous projetez déjà sur la fin du tournoi plus largement? Non, c'est axé sur l'Irlande totalement, parce que voilà, c'est l'adversaire du week-end, et surtout aussi, c'est également, si on gagne ce match, on peut après espérer remporter le tournoi face à l'Écosse. Donc c'est d'abord, on se focus sur l'Irlande, et après, quand le match de l'Irlande sera passé, on passera à l'Écosse. Mais c'est sûr que pour l'instant, on parle que de l'Irlande, parce que en fait, si on gagne ce match, on peut avoir gagné le tournoi, mais si on le perd, nos espoirs de tournoi sont finis, quoi. Il y avait un très bon article chez nos amis de l'équipe avant le match contre l'Italie qui parlait un peu de ta décontraction avant les matchs. Est-ce qu'on est aussi décontracté avant un match avec le Loup, par exemple, qu'avant un match contre l'Irlande? Non, on n'est pas décontracté du tout pareil. Par exemple, pour le match contre l'Italie, j'étais bien stressé, moins décontracté, parce que c'était ma première titularisation dans le tournoi. Donc, c'est sûr qu'il y a le stress, on pense à plein de choses. Mais après, quand on enfile le maillot et qu'on est sur le terrain, dès les premières actions, tout le stress retombe. Et après, on joue comme on sait le faire.
Ouais, effectivement. Johan, peut-être autre question sur ce match qui est particulier. C'est un peu une finale que va disputer Mickaël et ses coéquipiers, que vont disputer Mickaël et ses coéquipiers. Il ne faut pas négliger quand même l'Écosse qui va arriver aussi et qui sera difficile. Mais c'est vrai que ce match-là, ils peuvent vraiment être le tournant dans le tournoi. Mais vous, est-ce que vous préparez vraiment ça comme une finale du tournoi ? Et on vous a senti, je ne sais pas si tu avais vu la vidéo que vous avez tournée, enfin que la FFR a tourné, une mini-série. On a l'impression que vous préparez vraiment ce match et que vous l'avez derrière la tête depuis l'Angleterre. Ouais, c'est sûr qu'on a ce match qu'on attend parce que voilà, c'est la seule équipe qui est en 3 victoires. Donc, on sait que ça va être le gros match que tout le monde attend et c'est pas vraiment une finale, même si tout le monde le dit. Mais en fait, nous, c'est si on gagne ce match, et ben on relance les cartes pour le tournoi. Et après, il y aura bien sûr le dernier match contre l'Écosse. Mais quand c'est la seule équipe qui est en 3/3, qui a gagné tous ces matchs, donc nous, on a eu cette défaite en Angleterre et on sait que maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur, qu'il va falloir gagner les 2 derniers matchs pour pouvoir remporter ce tournoi. Comment les entraînements sont adaptés à l'adversaire? Parce qu'on sait que l'Irlande impose de longues séquences toujours. On se souvient de ce match il y a 2 ans à Dublin avec une première mi-temps qui avait été absolument ébouriffante en termes de rythme. Et comment on le prépare là dans les 8-10 jours avant? Parce que vous êtes, vous, les protégés depuis quelques jours à Marcoussis. C'est par de grosses séances physiques. Je veux dire, d'entraînement. Les entraînements sont longs, des séquences à l'intérieur des entraînements sont longues avec beaucoup de ballons de ball in play. Donc c'est souvent des séquences de plus de 2 minutes ou de 3 minutes qu'on s'habitue à pouvoir rester lucide, à pouvoir s'entraîner et à répéter des actions à haute intensité et surtout sur longtemps parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de ça en top 14 par rapport au niveau international. Philippe Spanghero avec Mickaël Guillard. Oui, Mickaël, à nouveau, quel a été le débrief du staff suite à l'Italie? Parce que c'est jamais évident après ces grandes victoires où il n'y a pas grand chose à dire quelque part sur la copie, parce que vous êtes resté hyper concerné pendant 80 minutes, vous avez été clinique pour au final la plus large victoire de l'histoire du 15 de France contre l'Italie. Il y a quand même très peu de choses à jeter, peut-être quelques lacunes défensives, mais malgré tout, il faut trouver des choses à dire pour se remobiliser avant le match contre l'Irlande. Donc, quel a été dans les grandes lignes le débrief du staff? Le débrief du staff, il a été assez rapide, assez clair. On a débriefé l'Italie assez rapidement et on s'est vite focalisé sur l'Irlande. On sait sûr que oui, il y a eu des petits points qui ont été montrés en vidéo ou des petits points qui ont été vus en individuel sur certains points qui ont été moins bien réussis pendant le match. Mais c'est sûr que là, on a très vite basculé sur l'Irlande pour pouvoir les jouer et pour pouvoir gagner là-bas. Bon, toi, t'es plutôt 6-2 ou plutôt 7-1, Mickaël? C'est entre nous. En vrai, c'est pareil. La même chose, c'est pareil. C'est que surtout devant, c'est un énorme confort d'être en 7-1 que plutôt d'être en 6-2. C'est que devant, en fait, on sait qu'au bout de la 50e, on va être remplacé. Et donc, on peut envoyer tout ce qu'on a dès le début. Et c'est sûr qu'il n'y a pas à réfléchir ni à gérer. Mais tu arrives à... Là, tu dis de réfléchir et gérer sur un 7-1, mais on n'arrive pas, je sais pas, mais à gérer même sur un 6-2 ou 5-3, on n'arrive pas à gérer sur un match notre intensité. Alors peut-être qu'on est un peu moins fatigué sur la fin, mais tu t'envoies du début jusqu'à ce que le match soit fini, ou tu vois, tu donnes ce que tu as. Oui, c'est sûr, tu donnes ce que tu as, mais après... selon les profils, selon le joueur, tu sais qu'à un moment, à la 60e. Si un match très énergétique, tu sais que devant, par exemple, quand il y a eu beaucoup de combats, qu'à certains moments, il y a une baisse de régime. Et donc, c'est sûr que quand tu sais qu'il y a beaucoup de remplaçants devant, tu as moins cette crainte d'avoir cette baisse de régime ou des choses comme ça. Donc, tu es totalement en confiance. Donc, tu sais que tu n'as pas à réfléchir sur ton énergie. À pas être cramé. Donc, toi, tu as vraiment ressenti une différence entre l'Italie où vous avez joué avec ce système-là et l'Angleterre ou le Pays de Galles? Moi, je veux dire que moi, j'ai pas commencé les autres matchs, j'ai commencé que celui d'Italie. Donc, je peux pas te dire, mais moi, je sais que je sais qu'il y en a, ils ont privilégié le 7-1 parce qu'il y a beaucoup de confort, mais après, sur un 6-2,
c'est exactement la même chose. Juste, il y a 2 avants qui vont tirer 80 minutes. Et donc voilà, et là, c'est juste que tu peux faire un peu plus tourner. Donc c'est sûr ça. Et après, ça dépend aussi de la tactique qu'a l'équipe, le jeu qu'on veut faire, qu'on veut proposer. Donc tout dépend. Tu as débuté en équipe de France dans le 15, la grande équipe de France, il y a quelques mois seulement, 24 ans à peine, Michael, à ton poste, c'est très jeune. Est-ce que tu notes une vraie différence de rythme entre ce que tu connais avec le Loup en Top 14 ou en Champions Cup et ce que tu découvres là depuis l'Argentine? Il y a eu la tournée de novembre aussi, tu es rentré face au Black, et là le tournoi, est-ce que tu notes une vraie différence? Pour moi, il y a rien à voir. Il y a une marche qui est tellement incroyable entre le top 14 et le niveau international. Par exemple, mon premier gros match avec cette équipe, c'était contre le Japon, et il y a eu 43 minutes de temps de jeu effectif. Et sur un match, je crois la moyenne en top 14, c'est que 34. Donc déjà, juste sur les rythmes des courses, des choses comme ça, ça bouge beaucoup. Et en plus de ça, les contacts, par exemple, contre les Blacks, qui est une grosse équipe, ça tape vraiment très fort. Donc c'est sûr que le niveau, il a rien à voir. Après aussi, juste arriver ici, s'entraîner, les entraînements n'ont rien à voir. La qualité des mecs qui sont autour, ça n'a rien à voir. Donc c'est sûr qu'il y a vraiment un gros step entre le niveau top 14 et le niveau international. Bon, tu rêvais, toi, de l'équipe de France quand tu as commencé le rugby à Elancourt? Ouais, je rêvais ça. Je regardais avec mes potes la télé, et ouais, je rêvais de ça, et j'avais fait une petite promesse à ma mère quand j'étais petit, et donc voilà, donc j'ai pu la réaliser et je suis très content. C'était qui ton joueur préféré, toi, quand tu étais petit? Petit, moi c'était un ailier, c'était Vincent Clerc quand j'étais petit. Ah, pas Yoann Huget? Après il oui, est arrivé un peu après, Johan. Oui, ouais, c'est ça, il est arrivé un peu après. Mais quand j'étais petit, c'était ouais. C'est la famille lyonnaise, de Grenoble, tout ça, c'est la mafia, ça. C'est la mafia Dora. Ouais, bien sûr. Ouais. Et on rappelle quand même que tu es né à Trappes. Voilà. Bon, si ça continue, tu vas être aussi célèbre que Jamel ou Nicolas Anelka ou Omar Sy. Ouais, j'espère, mais après, c'est vrai que je suis pas du tout à leur niveau encore, donc, mais j'espère continuer à pouvoir grandir dans cette équipe de France, au Loup, où je suis encore en contrat pendant longtemps. Donc j'espère grandir dans ma carrière, de pouvoir réaliser de belles choses en tant que rugbyman. Et donc voilà. En tout cas, le Loup, depuis que tu es parti, il marche bien. Je ne sais pas si c'est un lien de cause à effet. Je l'ai dit à Karim, je lui ai dit, en fait, vous n'avez pas besoin de moi. Tu vois, là, il a un travers quand t'as dit que c'était Vincent Clerc, ton joueur préféré. Non, là, pas du tout, c'était une boutade. Non, bien sûr, il est parti. Et non, c'est pas un lien de cause à effet, bien entendu. Mais ça doit te faire plaisir de voir que tu vas rentrer dans de bonnes dispositions avec une équipe qui tourne bien. Ouais, c'est sûr. Là, j'ai pu faire un match pendant le tournoi contre La Rochelle, mais c'est sûr que là, de voir les mecs gagner, de pouvoir raccrocher au top 6 par rapport à la saison qu'on a eue l'année dernière et le début de saison où on était 13e il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ouais, c'est sûr que ça fait plaisir de pouvoir jouer le haut tableau, même si le championnat est ultra serré. On perd un match, on peut se retrouver 10e. Donc c'est sûr que oui, c'est sûr que de pouvoir avoir les phases finales dans le viseur, ça fait plaisir. Et il a apporté quoi, Karim Ghezal? Si tu devais résumer ça en quelques mots au Loup? De la simplicité. Il a déchargé des mecs, les leaders notamment. Et en fait, il parle pas beaucoup, il fait simple. En fait, et les data. Et les data, il a enlevé les data, apparemment. c'est la clé pour gagner. Non, mais oui, là, on parle juste du rugby, des choses simples. Il nous montre, quand il nous parle des matchs pour nous motiver, il nous montre le classement, il nous demande ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut être en vacances début juin, ou est-ce qu'on veut prolonger l'aventure encore de quelques semaines? Il nous a parlé aussi que le fait que les demi-finales, ça soit à Lyon. Donc, il y a plein de moteurs qu'il arrive à trouver, qui marchent bien. Et ça a ramené un beau sang frais. Et voilà, ça tourne bien. Je suis très content pour les mecs. J'aimerais bien aussi que quand j'y retourne, ça continue comme ça. Parce que si quand je suis pas là, tout va bien, et quand je rentre, on se remet à perdre des matchs, je vais me poser des questions. Non, c'est bien passé. Quand t'es rentré jouer pour La Rochelle, il y en a eu 50. C'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on en a mis 50, mais ça fait plaisir. Je lisais que ta maman Asiati avait été importante dans ton parcours. Est-ce qu'elle sera à Dublin, par exemple? Non, je crois pas. Je ne crois pas. J'ai eu hier au téléphone, mais je pense pas. Je pense pas qu'elle va être à Dublin, mais L'essentiel, c'est qu'elle soit là pour l'Écosse, pour soulever le trophée. c'est ça. Bah, on espère, hein, on verra bien. Et oui, je sais, mais tous les matchs qui sont au Stade de France, elle est là, même si elle n'aimait pas trop venir quand il fait froid. Mais bon, là, elle se force un peu, donc elle vient au Stade de France. Ah, le Stade de France, il est terrible quand il fait froid. Il y a toujours un petit vent, là, tu vois, pour les supporters, il est très agréable. Ouais. Bon, le 15 mars, ça devrait aller quand même. Le 15 mars. Philippe, peut-être un dernier mot avec Mickaël qu'on va libérer et qu'on va remercier dans quelques instants. Mais il doit aller manger. Ouais, 20h30. Une dernière question rapide. Est-ce que tu sens justement, tu as parlé de ton retour au loup rapide là pendant cette trêve de tournoi. Est-ce que ton statut fait que les attentes sont différentes de la part du staff en ce qui te concerne? Est-ce que tu changes de rôle dans le vestiaire? Non, je ne change pas spécialement de rôle. J'ai toujours fait partie depuis l'année dernière un peu des leaders, même si maintenant je suis un peu moins leader vu que je suis absent. Donc mon statut ne change pas. Oui, il y a des attentes que ça soit auprès de mes coéquipiers ou du staff, ce qui est normal. Et ils attendent que quand ils sont contents quand je puisse jouer et tout. Surtout que j'ai été blessé pendant 2 mois et ça a été un peu un mois de galère pour le club et l'équipe. Donc non, mon statut ne change pas, mais après oui, je suis attendu auprès par les coéquipiers, par les supporters, partout le staff, mais je suis prêt à relever les défis et voilà. J'ai hâte de les aider après ce tournoi et de rejouer avec eux. Ouais, et on a hâte de te voir samedi sur la pelouse de l'Aviva Stadium que tu vas découvrir, Mickaël. On est heureux de t'avoir eu avec nous ce soir dans Les Vraies Voix du Rugby sur Sud Radio. Bon match samedi. On va pousser avec vous, bien sûr. Ce sera sur Sud Radio et on te souhaite une bonne soirée, Mickaël. Merci à toi, merci à Clément Volt et toute l'équipe com de la fédération. Bonne soirée. Merci à Clément Combe aussi qui nous a bien aidé. Allez, on va se retrouver dans un instant, toujours pour parler de ce Irlande-France avec un Irlandais qu'on aime beaucoup en France. C'est Trevor Brennan qui sera avec nous dans un instant. Avec UNUG, avec Philippe Swanguero bien sûr pour parler de l'actu rugby de ce lundi et notamment à 5 jours du match Irlande-France. Après Mickaël Guillard, deuxième ligne du 15 de France, on est ravis d'accueillir le plus toulousain des Irlandais. C'est Trevor Brennan qui est avec nous, ancien joueur bien sûr de l'équipe d'Irlande, surtout ancienne figure du Stade Toulousain, voilà, vainqueur de 2 Coupes d'Europe notamment en 2003 et 2005 et papa également de Joshua et Daniel. Bonsoir Trevor. Et bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. C'est une semaine particulière pour toi, Trevor, on imagine. Le cœur doit être un peu partagé. Toi qui as connu quand même le 15 du trèfle et qui est quand même enraciné aujourd'hui en France. Ah oui, mais moi je me sens adopté maintenant par Toulouse et la France. Ça fait 23 ans que je suis là maintenant. Mais bien sûr, je joue pour l'Irlande. Je n'ai jamais oublié où tu viens, mais pour moi, avec mes enfants, je suis le rugby. Depuis eux, je commence le rugby. Ils ont des sélections pour le moins de 18 ans, le moins de 20 ans. Moi, je suis fier qu'ils portent le maillot d'équipe de France. Ouais. Donc il y aura pas, ton cœur sera pas partagé samedi. Tu seras pour les Bleus. À mon époque, tous les joueurs, ils sont à mon âge et plus âgés que moi. Ils sont tous à la retraite. Aujourd'hui, bien sûr, je connais des joueurs d'Irlande, mais je suis pas proche avec eux. C'est pas des amis. Mais quand j'arrive en France, 2002, 2003, ouais, bien sûr, j'ai le cœur toujours pour l'Irlande. Mais aujourd'hui, je connais tous les joueurs internationaux d'équipe de France. En plus, il y a pas mal de Toulousains dans l'équipe de France aussi. Je connais. C'est comme les amis, tu sais. Oui, c'est comme des amis. Tiens, il y a un certain Johan Huget que tu dois connaître un petit peu, voilà, qui est là. Et bon, Johan, je te laisse parler de cette Irlande-France avec Trevor. Oh, salut Trevor. Tu vas être du déplacement. Écoute, ça va bien, comme un retraité. Hein. Tu sais comment ça se passe? C'est bien. C'est facile, le resto, le bain. Ouais, la France, c'est bon pour ça. Tu vas faire le déplacement en Irlande, Trevor? Oui, je pars vendredi. Ah oui, pour t'acclimater. La veille, pour la mise en place. Ouais,
pour chauffer Guinness dans les bars. Non, mais il dit qu'il a beaucoup d'amis, mais il a surtout son fils qui est dans le groupe des 42. Donc c'est normal qu'il soit pour la France quand même. Voilà, ouais, c'est vrai. Joshua qui est dans les 42. Est-ce que tu as eu espoir de le voir avoir quelques minutes? Ça se joue à pas grand-chose. Non, mais à mon avis, il est là, il est sur le radar. Déjà d'être dans le 42, c'est bien pour lui, mais je crois maintenant, il ne change pas l'équipe maintenant, sauf s'il y a des blessures. Mais déjà d'être là, c'est une bonne expérience pour lui. C'est toujours une expérience, c'est pour l'avenir aussi, pour le club. Peut-être même l'année prochaine, peut-être une tournoi cet été, en novembre, mais je crois, pas pour le tournoi, mais quand même, il a pris beaucoup de choses d'entraîner avec eux. Il était là pour le premier match Pays de Galles, Angleterre, le match la semaine dernière quand il était là, mais il est libre avec les autres joueurs pour jouer pour le club du week-end. Mais quand même, c'est bien pour lui. C'est super pour lui, effectivement. Philippe Spanghero avec nous également, qui a peut-être de temps en temps croisé Trevor Brennans. Voilà, Philippe. En tout cas, petite question, Philippe, pour Trevor. Salut Trevor. Ça, Philippe, tu vas bien? Ça va et toi? Écoute, nickel. Même si ton cœur est devenu français, j'imagine que tu as un regard quand même un peu attentif sur les Irlandais. On s'est posé la question ces dernières semaines entre les performances du Leinster, qui est quand même le gros pourvoyeur du 15 d'Irlande, et puis même l'équipe d'Irlande, notamment sur le match au Pays de Galles, même si on pouvait penser qu'il l'avait pris un peu par-dessus la jambe. On sent quand même les Irlandais un peu moins forts que sur le tournoi dernier. Est-ce que c'est ton avis aussi? Ouais, mais il y a une baisse dans l'équipe de Leinster, bien sûr. Mais quand même, les deux derniers tournois à Marseille, l'équipe de France, ils ont pris une cuite l'année dernière chez eux, 38-17. Mais il n'y a pas d'entente de pont. L'année avant, c'était 33-19 à Dublin. Mais le match à Dublin, c'était un beau match, mais malheureusement, le carton rouge à Union Antonio, ça coûte cher. Et après, moi, j'étais au match aussi à Dublin il y a 12 ans. Il y a James Lowe qui a mis le pied en touche. Les TMO, il n'a même pas regardé. Ils ont accordé l'essai. Il y a des petits détails comme ça qui peuvent changer un match. Mais Irlande, ils sont très forts. Ils font très peu de fautes. Je crois, quand tu vois un match comme ça ce week-end, bien sûr, l'équipe de France, ils ont battu Pays de Galles 43-0. Mais la semaine après, ils ont perdu contre l'Angleterre, c'est un point. Mais Irlande, c'était un bon match contre Pays de Galles. Les Gallois, j'imagine, 27-18. Les gens, ils croient pas ils croient que l'équipe d'Irlande, il fait un bon match comme l'équipe de France. Mais c'est pas vrai parce que chaque match est différent. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on se souvient, Johan et Trevor également la même question, Philippe également, mais on se souvient qu'il y a 2 ans, à Dublin, il y avait une première mi-temps avec un énorme volume de jeu où les Français avaient beaucoup joué. Il y avait notamment un essai de pelouse magnifique. Peut-être on avait dit à l'époque un peu trop joué par rapport au rugby qu'elle produisait. Voilà. Et est-ce que ça va peser sur le débat tactique en tout cas Non, c'est leur identité, François. Donc ils sont obligés de jouer leur jeu, d'avoir une grosse défense comme on a l'habitude, même si c'était un point un peu difficile sur ces derniers matchs, la défense française. Mais il va falloir les provoquer, il va falloir jouer de loin parce que sinon c'est une équipe, si on les subit, on pense que t'es pas loin et tu finis avec 30 points à chaque fois. C'est 30 points à Marseille, 30 points chez eux depuis 2 ans. Et oui, on n'est pas loin, mais t'en prends 30. C'est pareil avec le Leinster, tu dis on n'est pas loin et ça finit 30 points, mais t'es obligé de tenir le ballon face à cette équipe-là, parce que sinon, dès qu'ils commencent à se mettre en place, eh ben, ils te poussent à la faute, tout simplement. Et ils te font reculer 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que une pénalité à droite, à gauche, et à la fin, ça fait 30 points. Trevor, tu partages l'avis de Johan ? Oui, malheureusement, aujourd'hui, l'équipe qui fait moins de fautes, en général, ils gagnent des matchs. Mais, non, mais je crois que l'équipe d'Irlande, c'est pas la même équipe qui a joué contre Pays de Galles. Ils ont fait 7 changements contre Pays de Galles, mais je crois que cette année, cette semaine, peut-être, il va changer quelques jours encore. On a vu Bundia qui a fait un bon match quand il remplace la semaine dernière Ringrose, Henshaw. À mon avis, peut-être Joe McCarthy reviennent en 12e ligne. Peut-être ils mettent Tyke Bourne en 3e ligne
Doris revient de son blessure normalement aussi ce week-end, le capitaine. Kylian Doris. Ouais. Non, mais l'Irlande, ils avaient une équipe complète, mais l'équipe de France, ils sont très forts, très très forts. Ouais. Mais il faut que tu ailles là-bas, il faut être hyper agressif dans le rock, dans le mal, gagner les mêlées, gagner les touches, mais avec discipline. Voilà, ça sera la clé, l'engagement, le jeu au sol, la discipline. Philippe, est-ce qu'il y a un point faible selon toi et voilà, côté irlandais, est-ce qu'il y a un endroit qui est plus faible que les... Il faut les prendre sur leurs points forts, François. C'est ça qu'il faut faire. Non, mais quand même. Ça fait partie d'une équipe, ça fait partie des équipes qui ont très peu de faiblesses. Ils sont très disciplinés, ils tiennent le ballon très longtemps. Ils sont très forts sur les fondamentaux, même s'ils ont été perturbés contre les Gallois quand même. Alors ok, ils ont peut-être pris le match par-dessus la jambe, mais ils ont montré quelques failles. Et peut-être quand même, même s'il a fait un bon match contre les Gallois, mais encore une fois, on peut remettre en perspective l'opposition, c'est Prendergast quand même. Qui a du mal à prendre ses marques, je trouve, dans l'animation de cette équipe irlandaise. Ouais, Trevor ? Oui, je suis toujours là. Ouais, mais t'es d'accord que la zone de Prendergast, ça serait peut-être ça un peu la relative faiblesse irlandaise ? Non, mais il a déjà, sur les 3 matchs, il était homme de match sur 2. c'est pas, ouais, je crois, il apprend d'expérience chaque match aussi, il apprend de confiance aussi. Mais ce qu'il a, il a de bons joueurs autour de lui. Quand tu as un bon pack, quand tu vois une troisième ligne comme Peter O'Mahony, Van der Fleer, c'est des bons joueurs devant James Ryan, Joe McCarthy, Tyke Bourne. Ça, c'est le joueur qui avance. Si tu as une équipe qui avance, c'est plus facile pour lui, quand il a pris le ballon, pour jouer. Il est plus libre. C'est ça, si l'équipe de France, s'il recule en mêlée, oui, bien sûr, une dit, si c'est pas un gars, si c'est Ramos, tu as plus de pression. Mais quand même, pour lui, c'est un jeune, même quand il est avec l'équipe de moins de 20 ans, il joue avec la confiance. Oui, effectivement. Et du coup, pardon, excuse-moi François, Trevor, on fait quoi alors ce week-end, un 7-1 ou 6-2 ? Pardon ? On fait quoi ce week-end ? L'équipe de France, elle doit faire quoi ? Un 6-1 sur... Moi, j'espère qu'il fait 6-2. C'est bien de faire le 7-1 contre l'Italie, mais je crois 6-2, c'est bien parce que si tu blesses une 3 quarts après 10 minutes, ça va être, c'est chaud pour 70 minutes, tu sais. Donc de la prudence, 6-2. En général, l'équipe d'Irlande, il fait 5-3 ou 6-2 au grand maxi, mais en général, c'est 5-3 l'équipe d'Irlande. Ouais, mais je crois, ouais. Non, mais ça, c'est un truc Afrique du Sud. Mais malheureusement, l'équipe de France, c'est pas Afrique du Sud. Mais moi, j'adore le rugby French flair. Mais quand tu vois des joueurs qui jouent debout, qui font des passes, qui essaient des choses, qui font des chistas, mais ça, c'est le rugby français. Ouais, mais t'es trop habitué à Toulouse, toi, c'est pour ça, Trevor. Ouais. Non, mais en général, c'est le... Ouais. Moi, je vais à Toulouse, Guy Novès, il crie sans arrêt, debout. Je dis, le mec, il est fou, mais... Moi, c'est le jeu irlandais, tu tapes par terre, tu présentes le bal, mais le jeu de Toulouse, c'est magnifique, mais je crois qu'il y a des autres équipes qui ont pris ce jeu. Même les équipes internationales, parce que aujourd'hui, c'est bien de garder le ballon. Toulouse, il peut faire 10, 15, 20 phases de jeu avant de perdre la balle. Mais je crois qu'il y a des autres équipes, ils sont capables de faire ça. Comme tu as dit, Irlande, c'est une équipe qui fait très peu de fautes. C'est une équipe qui est capable de faire 10, 15 phases de jeu et pas perdu le ballon, sans faute. Ouais, il va falloir être solide en défense et donc avoir le ballon. Trevor, on va te remercier. Voilà, un petit pronostic quand même. Est-ce que tu vois les Bleus l'emporter ? Allez, le Bleu, 48-17 pour le Bleu. Allez, c'est beaucoup. Ah ouais, tu vas fort. Je crois
un bon discours dans le vestiaire, c'est important pour les 48 points. C'est le revanche pour les 2 dernières années. Voilà, allez, on fait le plein cette année après les 2 derniers résultats qui avaient été durs pour nos Bleus. Merci Trevor Brennan d'avoir été avec nous, ancien 2e et 3e ligne du Stade Toulousain, ancien joueur de l'équipe d'Irlande également internationale avec le 15 du Trèfle. Merci Trevor, à très bientôt sur l'antenne de Sud Radio, puis on ira au Brennans bien sûr si on est à Toulouse pour regarder le match et le vivre vraiment au plus près de cette ambiance de rugby qu'on aime beaucoup. Merci Trevor, à bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, on va parler de Top 14 avec tout de suite, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de pause. Oui, ce soir exceptionnellement, mais voilà, on va enchaîner. Et c'est toujours sympa d'avoir Trevor Brennan aussi pour nous donner un peu cette couleur de l'Irlande, mais on peut enchaîner avec du vert, toujours du vert. Le Top 14. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Ouais, du vert et du blanc. La section paloise, ça a été la perf du week-end quand même, ce succès de plus de 45 points, 47 je crois, à 49-17, je sais plus, je l'ai plus en tête. Je fais de mémoire, je ne l'ai pas noté, mais c'est vrai que ça avait été une démonstration, notamment en deuxième période, voilà, pour les hommes de Sébastien Piqueronis, qui est avec nous en direct sur l'antenne de Sud Radio. Bonsoir Sébastien. Oui, bonsoir François, bonsoir à tous. Yoann Huget, Philippe Spanghero qui sont là bien sûr, les auditeurs Sud Radio passionnés et puis surtout impressionnés quand même par la performance de Pau. Patrice Colazo, l'entraîneur du Racing, le disait avant le match, il craignait votre jeu très structuré. Vraiment là ça a été l'expression vraiment avec une grande efficacité. J'imagine que sur le banc de touche, tu as dû te régaler Sébastien. Oui, effectivement, c'est plutôt une performance aboutie, même si les 2 débuts de mi-temps nous sont plutôt défavorables. Une équipe du Racing qui a bien entamé chacune de ses mi-temps, mais voilà, une équipe de la section qui, certes, peut-être a proposé des choses structurées, mais que j'ai trouvé surtout très enthousiaste avec des joueurs qui ont pris des initiatives et des initiatives bonifiées à chaque fois. Donc une belle performance, et en tout cas pour mon état d'esprit effectivement sur le banc, mais plutôt supporter de joueurs engagés et fier de voir les joueurs à ce niveau-là, oui. Yoann Huget avec Sébastien Piqueronis, entraîneur de Pau. Salut Sébastien, félicitations pour votre victoire, même si on la sentait quand même venir depuis quelques temps, défaite de peu au Stade Français, vous étiez parti en stage avant. Est-ce que tu peux me dire ce qui fait la différence entre ce match du Stade Français et l'apprentissage certainement, mais ce match du Stade Français où on sent que vous avez ce match à portée de main et vous le laissez partir, et ce match-là du Racing? Ouais, bonsoir Yoann d'abord. Et oui, effectivement, en fait, on sentait que depuis différentes sorties, même celle de Castres, on sentait que le groupe était pas loin, le contenu était entre guillemets suffisant pour nous procurer des opportunités, mais soit on les claquait, on les mettait au bout et on en prenait plus, on concédait beaucoup de points, soit on n'arrivait pas à être cœur et bon bref, à chaque fois on échouait. Donc je dirais que c'est surtout un groupe qui a appris de chacune de ces sorties déceptives, on va dire, et j'ai surtout envie de dire que c'est un groupe qui travaille dans la continuité et qui a appris des défaites amères, parce qu'effectivement celle du Stade Français était amère, mais tout comme celle de Castres en début d'année. Oui, il y avait eu 2-3 opportunités comme ça dans la saison. Philippe Spanghero avec Sébastien Piqueronis. Oui, bonsoir Sébastien. Alors, je le dis souvent parce que l'année où tu es arrivé, on avait eu Bernard Ponneau régulièrement à l'antenne et c'était une année compliquée, je crois, au classement avec pas mal de pression. Vous regardiez un peu vers à le bas. l'ultime journée, je crois. Maintien à l'ultime journée. Mais bon, vous avez fait le pari de ces jeunes joueurs à qui vous avez laissé du temps de jeu. En fait, je dis souvent que Pau, c'est le pari gagnant du temps long, ce qui est difficile quand même dans notre monde aujourd'hui où il y a beaucoup de pression et où il y a du turnover assez vite dans les staffs quand les résultats sont pas à rendez-vous. Est-ce que tu l'as ressenti comme ça, toi, de la part de ta direction, cette capacité d'avoir un projet long terme et d'être protégé, entre guillemets, ou moins mis sous pression quand des fois c'était un peu plus dur? Ouais, bonsoir Philippe. Oui, effectivement, tu l'as très très bien décrit. Aujourd'hui, le projet de la section paloise, c'est un projet stable d'une gouvernance. Alors, tu as parlé de Bernard, mais il faut aussi citer Pierre Lahore. Je crois que tous les deux mènent un binôme avec une volonté de stabilité, une volonté de construction.
l'envie d'entreprendre durablement, j'ai envie de dire. Et effectivement, c'est confortable, j'ai envie de dire, entre guillemets, pour moi, d'être dans cette situation, même si le top 14 te renvoie de la pression tous les week-ends, je te rassure. Mais ça nous aide à nous sentir bien vivants. Mais en tout cas, oui, on a l'ambition d'arriver à qualifier ce club. On a l'ambition d'être à la hauteur, je pense, des moyens de nos joueurs et de nos squads. Et puis, on a misé sur des jeunes, sur des joueurs expérimentés aussi, parce que on parle beaucoup de nos jeunes à juste titre, mais je crois que s'ils arrivent à exceller aussi, c'est parce qu'ils sont très bien encadrés. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, oui, c'est surtout un projet stable, je pense, de ma gouvernance, et dans lequel j'ai la chance de m'exprimer. Alors, je ne vais pas parler de sérénité, mais en tout cas en continuité, quoi. En ayant remporté ce succès au Racing, malgré tout, il y a plus 10 sur le 14e, il y a plus 8 sur le 13e. Est-ce que ça veut dire que c'est la victoire qui te permet quand même de souffler, Sébastien ? Tu sais, comme tu l'as dit, ça fait pas très longtemps que je suis en top 14. En tout cas, le top 14 m'a appris qu'il faut être vigilant tout le temps, il faut être très humble. C'est un championnat qui réserve son lot de surprises. Il reste 8 journées et il va se passer énormément de choses. Donc à la fois c'est une bouffée d'oxygène, ça c'est sûr, mais à la fois on est obligé d'être humble et de regarder vers le bas et d'essayer de s'éloigner de ces places dangereuses. Mais dès la première journée, on était ambitieux, comme je te l'ai dit, en voulant qualifier le club. Ça n'a pas changé. Ça n'empêche pas de. Je pense qu'on peut être humble et on peut être entre guillemets lucide dans cette jungle du top 14, tout en étant terriblement ambitieux. Et aujourd'hui, on a construit un effectif, on a fait monter des jeunes en compétences, justement parce qu'on pense qu'ils ont les moyens de se qualifier. C'est pas une phrase et une utopie, c'est tout simplement, on pense à la hauteur du potentiel de notre squad. Ouais, et d'autant que vous êtes à 2 points du 6e et à 4 points du 5e, faut-il le rappeler. Si on regarde vers le haut, voilà, mais c'est pour donner des positions très claires. Il y a quand même une ombre au tableau du week-end, c'est la blessure d'Emilien Gailleton qui a fait quand même une très grosse partie, tout comme Théo Atisogbe. Voilà, on parle de 6 semaines, tu confirmes, Sébastien et... Oui, alors c'est vraisemblablement entre 4 et 8 semaines. Ce qu'il y a d'évident, c'est qu'avec un joueur comme Emilien, les choses se font dans l'ordre, comme il a l'habitude de l'être, avec beaucoup de professionnalisme et de sérieux. C'est un peu trop tôt pour parler de délai aujourd'hui, et effectivement, c'est une déception. Moi, personnellement, je suis très déçu pour Emilien parce que je pense qu'il était en train de monter en puissance. Je pense que il avait retrouvé des bleus à un moment où il avait validé beaucoup de compétences. Et voilà, je suis prioritairement déçu pour lui qu'il puisse pas malheureusement être dans l'effectif ou sur la ligne de départ des 2 dernières journées du 15 de France. Johan, avec Sébastien Piccheronis qui nous fait l'amitié d'être avec nous dans la vraie voix du rugby. Non, mais est-ce qu'aujourd'hui tu dis regarder vers le bas, mais t'as pas plutôt envie, après des saisons un peu compliquées ou à serrer un peu les fesses sur les dernières journées, de cette bouffée d'oxygène, de t'en servir pour nourrir ce groupe qui doit se payer à un moment donné, parce que le jeu que vous faites depuis 2-3 ans est agréable, et aujourd'hui vous devez vous payer par une qualification, et pourquoi pas un petit barrage, un petit derby en barrage, ça serait sympa. Ouais, en fait, tout barrage serait sympa, toute qualification serait sympa. Effectivement, c'est ce qui va nous donner de l'énergie. Mais je te rassure, c'est ce qui nous donne de l'énergie déjà depuis plus d'1 année, parce que la saison dernière, l'hypothétique qualification ou l'obsession de vouloir se qualifier nous a donné beaucoup d'énergie, nous a guidé à l'intersaison, nous a aidé à traverser aussi ces mois difficiles, parce qu'on a eu un début de saison difficile, on a laissé des points en route, on a eu pas mal de petits pépins, pas mal de petits blessés, mais malgré tout ça, on reste, comme je te l'ai dit, lucide et humble, mais très ambitieux. Donc effectivement, ça va nous permettre de nourrir les semaines à venir, effectivement qu'en gardant notre humilité, je pense qu'il caractérise notre club tout entier, on va continuer de rêver, et en tout cas on va alimenter les espoirs et la détermination des joueurs qui en tout cas eux ont mérité de vivre ce statut-là. Sébastien Piccheronis, ce qui est intéressant, c'est que tu es un formateur devenu, on va dire, manager d'une équipe professionnelle. Il y a 15 ans, tu intégrais joliment le pôle espoir à Toulouse. Tu as vu beaucoup de jeunes passer. Qu'est-ce qui différencie les jeunes que tu as connus et que tu as vu éclore à Toulouse et puis les jeunes que tu as aujourd'hui à Pau, là, qui sont, on a l'impression, ils ont 21 ans ou 20 ans ou 22 ans. On a l'impression que c'est des cadres quand on voit le match de dimanche à Atisogbe, Gailleton. On a l'impression que c'est des papas. Oui, effectivement. Bon, après,
J'ai eu la chance dans mon parcours de côtoyer, comme tu l'as dit, beaucoup d'excellents jeunes, très souvent des jeunes, des jeunes au-delà d'être doués, des jeunes matures très tôt et des jeunes très intelligents. Mais déjà, je constate que le rugby français a de la chance d'avoir un réservoir de garçons bien stables, bien éduqués, bien formés, qui, au-delà d'avoir la tête sur les épaules, je trouve, vivent un vrai rugby de décision, un vrai rugby d'initiative. Donc ça, déjà, je trouve que c'est une vraie richesse pour le rugby français. Après, personnellement, qu'est-ce que je vois de différent ? Je vois surtout que, au fil des années, les joueurs sont de mieux en mieux préparés. Les joueurs sont de plus en plus précoces, de plus en plus avertis à l'environnement, j'ai envie de dire, stressant qu'il y a autour d'eux. Et je trouve que ça, c'est quand même très, très valorisant pour les années à venir. Philippe Spanghero avec Sébastien Piqueronis, manager de Pau, qui nous fait l'amitié d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Alors, une question liée plutôt à ton arrivée, ça date un peu, mais c'est vrai qu'on t'avait connu sur les parcours de formation, sans trop passer par les équipes professionnelles. Est-ce que l'adaptation a été facile ? Est-ce que c'était quelque part la suite logique ? Ou est-ce que par rapport aux attentes de ce rugby professionnel, tu as été surpris au départ et il y a eu un temps d'acclimatation ? Ouais, alors en fait, de par mes parcours précédents, j'avais beaucoup tourné dans les clubs, j'avais beaucoup échangé, j'avais eu le privilège de beaucoup bouger, d'être beaucoup en observation ou en échange avec les staffs de clubs. Donc j'avais l'impression de percevoir l'environnement. Maintenant, entre le percevoir de l'extérieur et y être dedans, c'est très différent. Qu'est-ce que cela m'a appris ? Alors ça m'a déjà conforté qu'il faut être avec un staff en totale confiance et il faut travailler avec des gens très compétents et des gens nombreux. Donc aujourd'hui, c'est mon privilège aussi à la section. J'ai le privilège d'avoir des hommes autour de moi, au-delà d'être très compétents, mais qui sont très engagés. Donc ça m'a convaincu dans l'idée qu'on fait rien tout seul, et qu'il faut être très très bien entouré. Et après, il est vrai que le monde professionnel a cette particularité, ou en tout cas cette différence avec le monde fédéral, c'est que c'est tous les week-ends, tout le temps, quoi. C'est une perpétuelle, j'ai envie de dire, machine qui ne s'arrête jamais ou qui s'arrête que très peu. Et bref, quand on appelle une intersaison, c'est à la fois un moment de construction. Donc la grosse différence, c'est l'énergie qu'il faut avoir au quotidien, parce qu'en top 14, chaque semaine, tout est presque remis à zéro, il faut continuer. Alors que c'est vrai que sur un modèle de sélection, comme j'avais eu le privilège d'être confronté avant, on a des longs moments de préparation, des longs moments de débrief, avant des rushs certes intenses quand tu pars en tournée ou en Coupe du Monde, mais des moments quand même d'arrêt entre guillemets sur lesquels tu peux bien poser, tu peux bien préparer les choses. Donc c'est vraiment la course au temps et la course à l'énergie qui est très très différente, et que finalement tu ne peux pas préparer, tu es obligé de t'y adapter. Tu sais, c'est le darwinisme, tu es obligé de t'adapter dans ce monde impitoyable. Oui, et ça veut dire là peut-être bénéficier de quelques jours de repos là, puisqu'il n'y a pas de doublon. Voilà, c'est un petit break quand même. Après notre coup de fil, est-ce que tu vas breaker, Sébastien ? Oui, alors pour être très honnête avec toi, j'ai déjà breaké avant, parce que je suis déjà arrivé à Tenerife, tu vois. Je viens de prendre ma petite chambre d'hôtel, et normalement à 21h00, je jette mon téléphone pour aller dîner en famille, tu vois. Ouais, super, mais en tout cas c'est gentil d'avoir été avec nous. Tiens, dernière petite question, et pour faire le lien avec l'actualité, parce qu'il y a Irlande-France, et qu'il y a des joueurs que tu as eu lorsque vous avez été champion du monde de moins de 20 ans, 2018-2019, notamment Romain Ntamak, 5 semaines sans jouer. Quel est ton regard par rapport à ça ? Est-ce que tu sens la chose de passer du Pays de Galles, 5 semaines off, et puis titulaire face aux Irlandais ? Oui, totalement. Romain est un joueur très bien encadré, très bien préparé, un grand professionnel. Aujourd'hui, effectivement, que rien ne remplace la charge peut-être émotionnelle et tactique du match. Maintenant, je crois que et Romain et les staffs autour de lui, de club et de sélection, sont suffisamment bien préparés et compétents pour l'amener à être frais et pétillant, parce que il y a entre guillemets la préparation, effectivement qu'un match prépare bien, mais tu sais, des fois de la fraîcheur mentale, de la confiance mentale prépare tout aussi bien. Donc en ce qui concerne Romain, je suis aucunement inquiet. Bon, et je pense qu'il connaît les Irlandais très bien depuis 5 semaines, il doit aller travailler le connaissant, donc il va faire un très gros match. Ouais, on lui souhaite en tout cas. On te souhaite de bonnes vacances, Sébastien. On te remercie d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Bon repos en famille, bon dîner, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en top 14 pour la section paloise, donc qui s'est remis à regarder vers le haut depuis sa victoire 47-29 à la Défense
Allianz Arena. C'était samedi, on l'a vécu sur l'antenne de Sud Radio. Merci Sébastien, très bonne soirée et à très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Ben voilà, c'était une émission riche, pleine, voilà, sympa. Donc pas de doute, en tout cas, on est d'accord. Romain, c'est parti. Damien Penaud aussi. Le 7-1. On l'a condamné ce soir. Voilà. Hein, Philippe, c'est ton dernier mot également. On passe en 6-2. Définitivement. Léo Moulin pour aller en Irlande, comme Philippe. Et on est parti. Avec, en suivant Trevor pour aller dans les bons endroits. Voilà. Et voilà le programme pour cette Philippe, Irlande. Philippe, va aller en Irlande, non, je pense. Philippe, tu vas en Irlande les soutenir? Non. Ah d'accord. Okay. Voilà, mais écoutez, moi je fais que l'aller-retour, donc je fais pas une soirée la veille, hein. J'arrive le matin même, hein. On rigole pas. Et tu pars le dimanche quand même. À 6h du matin. Mais en tout cas, voilà. T'as déjà fait des tout droits. Je t'ai vu. Je t'ai vu faire des tout droits, hein, François. Hein. N'oublie pas les demi-finales de top 14. Allez, on va on va se remercier. On va se remercier. Rendez-vous samedi. Voilà, merci Maxime. Avec toujours un plaisir. Jacques Pessy, les clés d'une vie. T'as trop parlé aujourd'hui, Maxime. À suivre. Et non, c'est vrai. on se retrouve dès ce week-end, vendredi, pour la Pro D2. Les vraies voix du foot, c'est demain. Bonne soirée.